c'est Mohamed Limid. Je le dirai tout à l'heure, bien sûr. Nul ne peut oublier. Merci Azarwa donc plutôt. Alors donc, Deda Mohamed ou Damouh, Oui. il est né du couple Mehmedou Ben Aïcha al-Mahjoub de la famille Bloum, appelé aussi Aïtloum, par ceux qui veulent l'offenser en raison du physique du grand-père, petit, maigrichon et bossu, mais d'une douceur et d'une gentillesse inégalables. Alors le vrai nom de Damouh, ou de Khairdine Mohamed si vous préférez. Alors Damouh Mohamed ou Damouh, il est né... Bon, excusez-moi. Ouais. Ah, tu t'en occupes. Alors, donc, le vrai nom de Damouh. Damouh s'appelle en réalité Mohamed ben Abdullah ben Mohamed ben Ahmed Akhtar. Khairdine est le nom de famille relativement récent qui ne date que de 1952, année de l'inscription au registre de l'état civil instauré au Maroc par le décret du 8 mars 1950. Les dates, lieu de naissance et de décès de Damouh. Damouh est né le 15 mai 1942, et non pas 1941 comme c'est indiqué dans ces bouquins, mais c'est la vraie date. Au Douar Zrouadou, il s'agit là de la date réelle, consignée par le frère de Timskid le jour même de sa naissance. Damouh est décédé le 18 novembre 1995 à Rabat, à la suite d'un carcinome de la mâchoire. C'est au cimetière des martyrs de cette même ville qu'il a été enterré le 20 novembre 1995, consécutivement aux hautes instructions de feu Sa Majesté Hassan II. Les années d'enfance et d'apprentissage de Damouh. Damouh a passé ses 9 premières années au Bled, Tamazirt, où il a fréquenté l'école coranique du Douar Timskid Ougadir, que vous allez voir au moment de la visite de la maison natale de Damouh. Ça fait, c'est parfait. Alors, donc toute la famille, à l'exception du papa qui travaillait dans le commerce à Casablanca, vivait au Bled. En 1951, le papa trouve un associé et ouvre une droguerie au boulevard des régiments coloniaux Ziraoui actuellement. Il en profite pour faire venir Damouh. Il inscrit à l'école Abdelkrim Lhlou en classe de CP, année scolaire 1951-52. L'école Abdelkrim Lhlou, 6 au boulevard Bonaparte, Moulay Idriss Ier actuellement, était une école primaire privée qui appartenait aux Istiklaliens. Le corps enseignant, totalement marocain, dispensait un enseignement bilingue, une demi-journée d'arabe et une demi-journée de français. Damouh y suivit ses études primaires jusqu'en 1956, année où il décroche son passage au lycée Moulay Hassan, boulevard Victor Hugo, quartier Martinet, bien sûr toujours à Casablanca. Alors, Damouh fréquenta le lycée de manière régulière, depuis la classe de 6e, année scolaire 56-57, jusqu'en classe de 3e, année scolaire 59-60. C'est-à-dire c'est l'ancien système de l'enseignement, le système français. Les années scolaires 60-61, classe de seconde, et 61-62, classe de première, quant à elles, étaient ponctuées de fugues plus ou moins longues. Là, il commençait à... Ce sont ces années-là qui ont marqué le début de la rébellion de Damouh. En classe de 6e, Damouh eut comme professeur de français M. Claude Momal et comme camarade de classe El Mustafa Nissabouri. Vous devez connaître. Sur la photo de classe, Damouh et Nissa étaient au premier rang de part et d'autre du professeur Momal, comme pour hasard. J'ai tenu à parler de Nissa et de Momal parce que le premier, toujours vivant, est un grand poète marocain d'expression française qui est resté ami avec Damouh des années durant après le lycée. Et le second, quant à lui, est un professeur imminent qui estimait beaucoup Damouh et qui, en classe de seconde, ne corrigeait même plus ses dissertations.
se contenter de les annoter, mais ce texte mérite d'être publié. Damour le dur, l'enfant terrible. Aucun disent de Damour qu'il est dur, voire agressif même, normal, pour quelqu'un qui a beaucoup souffert pendant toute son enfance, tant au bled qu'à Casablanca. Au bled, à ses heures libres, on le faisait participer aux travaux ménagers, aux travaux des champs. À Timskid, le frère était loin d'être clément, il ne savait donner que des paires de claques qu'on dise de récompense. À Casa, pas de maison durant les 2 premières années. Damour mangeait et dormait derrière le comptoir avec les employés. Au réveil, il fallait sortir les marchandises qu'il fallait ranger sur la devanture du magasin, balayer le trottoir avant de prendre le petit déjeuner et d'aller à l'école. Au retour de l'école, il fallait faire la poussière et rentrer les marchandises avant de dîner et de s'allonger derrière le comptoir. Des journées bien pleines et très fatigantes. On comptait qu'il fallait trouver un moment pour apprendre les leçons et faire les devoirs. Sinon, le lendemain, c'est la falaqa. Le papa a pu finalement trouver une petite pièce exiguë, 6 rue du Point du Jour, qu'il a pris en location et où les employés au nombre de 2, voire 3, Damour et moi-même, nous nous en passons comme des sardines. Le papa, quant à lui, s'est toujours débrouillé pour passer la nuit ailleurs, même du temps où l'on dormait derrière le comptoir. Le divorce. Le papa donna la droguerie en gérance et s'en alla au bled pour se reposer et reprendre des forces. C'était en 1953, l'année de l'exil de feu Mohamed V, l'année de tous les malheurs, parce que c'était aussi l'année où la maman avait été répudiée. Il ne tarda pas à se remarier avec une jeune femme divorcée, sans enfant, qui lui donna une fratrie de 6, 5 garçons et une fille. Nous, enfants de l'échelle Mahjoub, étions en nombre de 4, 2 garçons et 2 filles. Dès le lendemain de l'indépendance, le papa loua un appartement rue du Point du Jour, toujours la même rue, et fit venir son épouse. La vie n'était pas bien meilleure pour Damour, qui, pour fuir la réalité amère, commença d'abord par s'intéresser à la chanson berbère de l'Hajj Belhid, ensuite à Abd Mohamed Abdel Wahab, et enfin à l'écriture. La nouvelle vie avec la belle-mère ne plaisait guère à Damour, qui n'arrêtait pas d'échafauder des plans de cul. Il vivait très mal le divorce, mais malgré la colère, le désespoir et le chagrin, il tenait le coup et ne cédait pas à la tentation de fuguer, ou du moins pas encore. Pour oublier, Damour lisait beaucoup. Il pouvait avaler plus d'un roman par jour. Il chantait le Hajj Belhid de Mohamed Abdel Wahab et partageait ses connaissances en versification. Il adorait Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, et j'en passe. Il connaissait tout, une véritable encyclopédie ambulante. Damour entre dans le monde de la poésie. Comment ça? Alors, dès la classe de 6e, année scolaire 56-57, Damour a commencé à écrire des poèmes, des alexandrins, sous forme de sonnets, qu'il faisait publier dans la vigie marocaine, actuellement Maroc Soir. Je ne sais pas si ça existe toujours. Les poches de Damour étaient toujours pleines de paperasses, de poèmes terminés ou à peine commencés. Un jour de fête, une fête religieuse musulmane de 58 ou 59, je ne me rappelle plus très bien de l'année, le papa nous refila un peu d'argent, 5 dirhams chacun si ma mémoire est bonne. Damour voulait à tout prix acheter les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Pour ce, je lui ai remis à sa demande les 5 dirhams. 10 dirhams en poche, Damour pénétra dans une boutique de la rue de l'Horloge, Halal Ben Abdallah, actuellement. Bonjour monsieur, auriez-vous s'il vous plaît les fleurs du mal de Baudelaire? C'est pour vous? Oui monsieur. Mais jeune homme, c'est d'un niveau qui vous dépasse. Non monsieur, sachez que moi-même je suis poète. Et Damour remit au monsieur quelques-uns de ses poèmes qu'il sortit de la poche de son pantalon. Sans rétorquer, le monsieur lui remit le bouquin sans encaisser le moindre sou et nota l'adresse de Damour. Ce monsieur, du nom d'Amoyel,
n'était autre que le président des amitiés politiques et littéraires de Casablanca. C'est ainsi que Damouh intégra le cercle des poètes de Casablanca et Moustapha Sabouri ne tarda guère à le rejoindre. Depuis, Damouh Inissa assistait régulièrement aux banquets organisés par les APLC, les Amitiés Poétiques et Littéraires de Casablanca, au Petit Poussé, boulevard Mohamed V. Ces poètes étaient tous sympathiques. J'en connaissais quelques-uns qui m'aimaient fort bien. Amouyel, Sabouri, Franco, Armando, Matouki, et j'en passe. Les premières fugues de l'abondance scolaire. Damouh a commencé à fuguer dès la classe de seconde, année scolaire 60-61. Des fugues plus ou moins longues. À chaque fois, le papa le ramenait à la maison et l'accompagnait au lycée pour l'excuser auprès de la direction. Damouh était révolté. Il en voulait à tout le monde et vivait mal la répudiation de la maman. Il passa en première haut la main, sans examen de passage, et ce malgré les absences répétées. La révolte devenait de plus en plus forte et le désir de tout balancer aussi. C'est ainsi que dès le début de l'année scolaire 1961-62, classe de première, Damouh croyait partir pour de bon en se faisant embaucher comme contrôleur à la caisse d'aide sociale, boulevard Zeraoui. Le papa ne s'avoue pas vaincu et ne baisse pas les bras. Il intervient auprès des responsables de la caisse pour le virer. Damouh qu'il ramène au lycée, pour virer Damouh qu'il ramène au lycée. Pour Damouh, ça n'est que partie remise. Il décida alors de partir pour de bon et se faisait embaucher une fois de plus par le même employeur comme inspecteur, mais cette fois-ci à Agadir, bien loin du papa. Et El Moustapha Sabouri ne tarda pas à suivre Damouh dans le sud et trouva, si je ne m'abuse, un job pour Qaïda des Ouled Brahil. Le retour à Casablanca. Damouh, employé caisse d'aide sociale devenu CNSS, retourne à Casablanca en 1963. Il était domicile à la rue La Prime, au quartier Busdia. D'abord au Blé Florida, ensuite au studio Los Angeles Apartment. Il passait tout son temps à boire et à écrire. Il n'allait au boulot que très rarement. Il termina un roman, c'est peut-être l'enquête, termina un roman dont je ne me souviens plus du titre, qu'il envoya par courrier aux éditions Gallimard pour publication. Le bouquin lui était retourné, et ça ne lui avait pas plu du tout. Départ pour la France. Damouh a mal encaissé le fait que Gallimard a refusé d'éditer son roman. Un jour de l'année 65, il me dit, tu sais Ahmed, si je veux que mes bouquins soient publiés, il faut que je parte. Je dois secouer ces connards d'éditeurs. C'est ainsi que Damouh quitta le pays un beau matin de septembre 65. Il est parti en train. C'est moi-même qui l'ai accompagné à Casaport. 14 ans d'exil volontaire. Ce n'est qu'après 14 ans, en 1979, que Damouh est retourné au pays. Il a épousé au tout début de son exil volontaire Annie Dufour, avec qui il a eu un enfant du nom d'Alexandre. Pendant ces longues années d'exil volontaire, Damouh a beaucoup écrit et publié aux éditions du Seuil, à Agadir en 67, Pour négatif suivi de Histoire d'un bon Dieu en 68, Soleil arachnide en 69, Moilègre en 70, Le Déterreur en 73, Ce Maroc 75, Une odeur de Montec 76, Une vie, un rêve, un peuple toujours errant en 78. Après 14 ans d'exil volontaire, Damouh ne pouvait plus. Il ne supportait plus la vie parisienne. Et apparemment, côté familial, ça ne gazait plus avec Annie. Lors d'une mission à Paris, il nous a invités à dîner chez lui, mon ex et moi. Et c'est pendant ce dîner-là que j'ai senti le ras-le-bol de Damouh, qui pour autant n'a rien laissé paraître, alors qu'il était peut-être déjà en train de préparer son retour au pays avec le ministre plénipotentiaire de l'ambassade du Maroc. Au lieu de m'appeler au téléphone comme il avait l'habitude de faire, Damouh m'envoyait un télégramme pour m'informer qu'il envisageait de rentrer au Maroc par le vol Air France d'une certaine date du mois de juillet ou du mois d'août 79. Je ne me souviens plus exactement de la date exacte.
Mais peu importe. Non, et non, me disais-je. Il ne faut pas qu'il rentre au pays. Il risque gros. Moi-même, au retour de mission, j'ai eu des problèmes avec la police des frontières de Moisseur, qui croyait qu'il s'agissait de Damouh, tellement la ressemblance à ce moment-là était frappante. Pour le dissuader, j'essaie de le joindre au téléphone, en vain. Par le biais d'un ami parisien, je le mets au courant des problèmes que moi-même j'ai rencontrés à l'aéroport. Et Dieu merci, il annule sa réservation, mais ça n'est que partie remise. Il débarque quelques jours après à l'aéroport de Moisseux et se fait embarquer destination commissariat central de Casablanca, où il séjourna une bonne quinzaine de jours, je crois, je ne me rappelle plus exactement, avant de recouvrer la liberté grâce à l'intervention de son ami Feu Léopold Sédar Senghor auprès de Feu Sa Majesté Hassan II. Pour celles et ceux qui croient dur comme fer que Damouh était engagé et avait des penchants politiques, je leur dis tout simplement qu'il n'a jamais adhéré à quelque parti politique que ce soit, et sauf erreur, il n'est pas la politique qui exècre les politiques, et quand il veut dire merde, il le dit point barre. La réconciliation. En 79, entre 79 et 86, Damouh n'a pas cessé de parcourir le Maroc du nord au sud. Il a écrit pas mal de chroniques pour le compte du magazine Le Message de la Nation, de Feu Maki Ouabid. Il a aussi beaucoup écrit sur les provinces du Sud pour le compte de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur. Fini la guerre entre Fadris et lui. Damouh n'a pas oublié El Bayan et Ara, à qui il a consacré pas mal de publications. Le palais savait que Damouh me pouvait nuire et qu'il pouvait même être utile, à condition de savoir composer avec lui. Feu Sa Majesté Hassan II a bourré certains écrits, de ses écrits semble-t-il. En 81, il publia chez Stouki, au moment où j'avais écrit les quelques pages, Stouki était en bon vivant, donc Dieu et son ami. Donc il publia chez Stouki un recueil de poèmes intitulé Résurrection des fleurs sauvages. En 84, il publia chez Le Seuil un roman intitulé Les gens des vies d'Abouchich. C'est ce roman-là qui lui a valu le passage à l'émission Apostrophe, présentée sur Antenne 2 par Bernard Pivot. En 92, il publia chez Le Cherche Midi un petit recueil intitulé Mémorial, une vraie bombe littéraire, semble-t-il. Entre Rabat et Paris, je sais que Damouh a fait des séjours à Paris entre la fin des années 80 et le début des années 90. Il logeait chez une certaine Martineuse, une Belge, je crois. Quand, comment et pendant combien de temps, je ne saurais le dire. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'appelait souvent de chez Martine quand j'étais à Dakar, entre 88 et 91. Et ce dont je suis sûr, c'est qu'il était toujours à Paris au moment de mon rapatriement au mois de septembre 91. Sauf erreur, je crois qu'il est rentré définitivement au Maroc malade en 93. La maladie qui emporta Damouh. J'étais expatrié en Afrique subsaharienne, saharienne, de 87 à 91. Et je m'étais un peu déconnecté de Damouh en raison de mes activités professionnelles. Je ne saurais donc dire de manière exacte comment Damouh a contracté la sale maladie qui a mis fin à ses jours. Tout ce que je sais, c'est que Feu Sa Majesté Hassan II a bien pris soin de lui, prise en charge totale pendant tout son séjour à Rabat jusqu'à sa mort. Publication à titre posthume. Après le décès de Damouh, Madame Arroche de l'hôtel Balima, Rabat, me remet un sac de voyage plein de manuscrits que j'ai gardé précieusement et que j'ai remis en main propre à Alexandre, son fils bien sûr, lors de l'unique visite qu'il m'a rendue à Casablanca en 97. C'est Alex qui s'est occupé de la publication des œuvres posthumes, dont notamment Il était une voix, un vieux couple heureux, Le Seuil en 2002, et le dernier journal, août 95, intitulé On ne met pas en cage un oiseau pareil, chez William Blake et tout, en 2001. En guise de conclusion, si vous permettez, je ne regrette qu'une seule chose, c'est de ne pas avoir conservé les coupures de journaux, les poèmes manuscrits, toutes les photos, et notamment
la photo de classe de l'année 56-57, année scolaire 56-57, ainsi que toutes les correspondances échangées avec Damouh depuis son installation à Agadir jusqu'à son retour définitif au Maroc. Je vous remercie d'avoir eu suffisamment de patience pour écouter cet exposé sur la biographie de la classe. Merci beaucoup.